vlog. Aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième jour en Louisiane. On est toujours à la Nouvelle-Orléans pour l'instant, dans notre petite maison Airbnb qu'on adore. Mais malheureusement on va devoir la quitter puisqu'aujourd'hui on prend la route. Lucas est parti d'ailleurs chercher la voiture chez Enterprise. On a eu des super promos sur ce site là, on ne sait pas pourquoi, les prix étaient pas chers. Donc du coup on a pris une voiture pour 4 ou 5 jours, je sais plus. On va faire tout un petit tour dans la Louisiane maintenant. Donc aujourd'hui au programme, j'ai pris mon roadbook. Regardez juste la petite vue à l'extérieur. Bon, il y a pas mal de vent encore aujourd'hui. Aujourd'hui au programme, ce sera les plantations. Alors pour ceux qui ne savent pas, les plantations c'est donc des grandes demeures, un peu comme celle-là. Celle-là on va y aller aujourd'hui. Qui contenaient des riches familles en fait, qui employaient des esclaves pour les champs de coton ou de canne à sucre. Il y a eu des centaines de milliers d'esclaves qui sont passés par la Louisiane. On va aller visiter ces maisons, il y en a pas mal en Louisiane, il y en a au moins 6 ou 7 là où on va. On va aller tout au long du Mississippi. C'est là que les maisons étaient parce que c'était facile pour irriguer les plantations vu que le fleuve était juste à côté. Donc nous on va aller visiter la Whitney Plantation. Donc là ce sera un audio guide. Ensuite on a rendez-vous en français pour une visite guidée à la Laura Plantation à 13 h. Et on en fera une troisième, on a prévu en faire 3, la Oak Alley, donc c'est celle-là. Donc ça c'est nos 3 plantations pour aujourd'hui. Et ensuite j'ai mis encore quelques petites adresses. On terminera la journée par Bâton Rouge où est-ce qu'on dormira à l'hôtel. Donc aujourd'hui c'est pas une grosse journée de road trip, on a je pense en tout allez 2 heures de route, même pas, je pense. Donc ça va pas être une grosse journée route, mais ça va être agréable de voir un petit peu les paysages de la Louisiane et découvrir cette partie d'histoire qui est très importante pour l'État. Il y aura encore beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, je pense. Donc j'espère en tout cas que la Nouvelle-Orléans vous a plu dans le vlog d'hier. On y reviendra samedi, on passera un petit bout de l'après-midi peut-être et la soirée ici. Et tant qu'on est là, j'ai oublié de vous expliquer pourquoi est-ce que la Nouvelle-Orléans était le berceau du jazz et je trouvais que c'était vraiment important de vous l'expliquer, donc je vous dis juste vite fait là. En fait, ici en Louisiane, les propriétaires d'esclaves étaient les seuls à autoriser les esclaves à jouer des instruments de musique. Donc c'est pour ça qu'apparemment le jazz partirait d'ici, de Louisiane, juste à côté de la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'était le petit truc que je voulais rajouter, que j'avais pas dit hier dans la vidéo. Bon, tant que Lucas il est parti chercher la voiture, je vais m'installer 2 minutes devant la maison. Ah, on a le petit Porsche là, trop typique. Et en plus c'est une chaise à bascule, ouais, ok. Bon, ce qu'on vous a pas dit aussi ici, en fait il y a tellement de choses à dire sur la Nouvelle-Orléans qu'en un seul vlog c'était trop dur de tout vous expliquer, etc. Mais c'est aussi ici qu'il y a eu l'ouragan Katrina en 2005 qui a ravagé des milliers de maisons. Il y a d'ailleurs des quartiers qui sont encore ravagés, où est-ce qu'on peut encore voir les pans de maisons détruits. Donc c'est des quartiers qui craignent un peu aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Et la Nouvelle-Orléans a mis beaucoup de temps avant de se relever. Bon bah regardez qui vient d'arriver. On dirait une voiture de président. Elle est belle, hein. Trop bien. Il n'y avait plus de SUV. Ah, il n'y avait plus? On va attendre 2 heures sinon. Ah bah non. Ils sont tout pris les gens. C'est quoi comme voiture? C'est une Nissan. Oh, Nissan en plus. Altima. Trop bien, on a réussi à avoir une voiture ouf. Oui. Bon, et bah au revoir, jolie petite maison de la Nouvelle-Orléans. C'était bien sympa. J'ai bien aimé son côté ancien. Pour la Nouvelle-Orléans, c'était cool. Starbucks, on va faire un drive à Starbucks. Wouh, c'est la première de la vie. Regarde, non mais n'importe quoi. Ça se voit dans la vitre. Cassos. Du coup, on a renommé la voiture. Alors, on l'appelait Jill. Alors oui, c'est un petit peu pourri quand on voit par rapport à Darling, c'était bien. Mais en fait, on lui a donné ce nom parce que on trouve que ça fait voiture de président. La femme de Biden, elle s'appelle Jill. Donc du coup, on l'a appelée Jill. Voilà. C'est la petite sœur de Darling. Elle a 60 000 miles. Ouais. Ça doit faire ouais 100 000 km, un truc du genre. Et voilà, premier drive Starbucks. On a pris comme d'hab des caramels frappuccino et banana bread et lemon cake. Voilà, si vous voulez tout savoir. Et bien sûr, les compartiments sont faits pour avoir des Starbucks. Regardez, il y a même encore de la place de mettre plus.
typique de Louisiane. Il y a de l'eau partout, c'est marécageux, ça a l'air... Voilà, on est déjà dans les paysages quoi. Regardez. Il y en a de partout à droite et à gauche. On est à peine à 5 minutes de l'aéroport. Voilà, c'est pas très sexy pour l'instant. Il y a des usines de partout, je sais pas si vous voyez. Là, il y en avait une belle là aussi. On passe devant un quartier, on dirait des maisons de Sims. Ça y est, on arrive à la Whitney Plantation et franchement la route le long du Mississippi là c'était magnifique. Bon finalement non c'est un fail, enfin non c'est pas un fail mais on vient d'avoir un flash juste devant la porte d'entrée de la plantation. On vient de se dire et si on n'allait pas plutôt à une autre plantation qui s'appelle la Oak Alley, puisque là on n'a pas de visite à faire, c'est juste une visite de jardin. Donc pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas celle-là en premier vu qu'on a qu'une heure et après on va faire notre visite guidée et tout à l'heure on reviendra à faire celle-là en audio guide. Parce que celle-là c'est vraiment la meilleure à ce qui paraît. Les plantations sont plus ou moins toutes côte à côte sur cette route donc c'est pas très grand. Sur le plan on voit que là il y a le Mississippi mais il y a plein de petites berges comme ça. On arrive dans la plantation de Oak Alley, donc c'est l'allée de chêne. Je pense que quand je vais vous la filmer, peut-être que le nom comme ça vous dit rien, mais quand je vais vous filmer l'allée je pense que ça va tout de suite vous revenir. Donc là on arrive dans les jardins, on a pris un ticket pour le jardin uniquement. Du coup l'admission pour les jardins uniquement c'est 27 $ et pour la maison c'est 30 $. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de différence. Si jamais vous avez du temps pour visiter aussi la maison, vu la différence de prix, autant faire aussi la maison. Pour vous donner quelques petites infos, alors cette maison a été construite en gros il y a 200 ans. Et depuis ses débuts, en fait à ses débuts ça appartenait à la Chitimacha Nation, donc c'était une troupe d'Amérindiens, enfin une troupe. C'est vulgarisé comment je le dis, mais oui, une tribu d'Amérindiens. Mais j'aime pas trop le mot tribu non plus. Enfin bref, des Native Americans. Et depuis, eh ben, cette plantation a été beaucoup de choses. Ça a été une plantation de sucre de canne, ça a été un ranch, ça a été une maison juste pour des gens qui habitaient dedans. C'était aussi une ferme à poulets. Donc il y a eu beaucoup d'utilités différentes ici. Et il y a eu beaucoup de gens de nationalités différentes qui y ont habité. Donc il y a eu des créoles français, des Congolais, des Sénégalais, des Portugais, des Allemands, des Italiens et des Américains. Et il y en a qui étaient libres, d'autres qui étaient qui ont vécu ici en tant qu'esclaves. Aujourd'hui c'est un site dédié pour expliquer tout ça, mais surtout pour expliquer la partie où il y a eu tous les slaves, tous les esclaves ici. Donc ici il y a eu des hommes, des femmes mais aussi des enfants qui étaient esclaves. Ici il y a 6 cabanes reconstruites, donc en fait les autres avaient été détruites donc ils ont dû les refaire, qui montrent les conditions de vie des esclaves. C'est ici qu'ils dormaient, c'est ici qu'ils vivaient après le travail. Et donc on peut voir l'intérieur. Les lits.
Alors, il y a une partie des esclaves qui travaillaient dans les champs de coton, mais il y a aussi une partie qui s'occupait un petit peu de la maison et des enfants. Donc même si c'était moins physique, leurs horaires dans la journée étaient beaucoup plus importants que ceux qui travaillaient dans les champs, puisque là, leur journée se terminait uniquement quand les enfants allaient au lit. Donc il y avait aussi ce qu'on appelle des sick house, donc c'était l'équivalent de l'infirmerie, là où les esclaves allaient quand ils avaient des maladies ou quand ils se sentaient pas très bien, et vu leurs conditions de travail, ça arrivait souvent. Il s'avère que ce genre d'endroit, c'était pas non plus ce qu'il y avait de mieux, puisqu'ils pouvaient aussi attraper d'autres maladies. C'est pas des conditions médicales comme on pourrait l'avoir aujourd'hui, et encore moins dans ce genre d'endroit qui était fait que pour les esclaves. Et en plus, les infirmières qui s'occupaient de ce genre d'endroit étaient aussi des esclaves qui n'avaient aucune expérience. Donc c'est elles qui devaient s'occuper des autres esclaves. Elles n'avaient pas forcément de formation pour ça. Au niveau des repas, ils n'avaient pas le droit de manger avant le milieu de la matinée, alors qu'ils travaillaient même dans les champs depuis très tôt le matin, puisqu'ils ont dit qu'ils travaillaient entre 12 et 14 heures par jour, ce qui est énorme. Et tous leurs repas devaient être pris en communauté. Il n'y avait que le soir où est-ce qu'ils pouvaient rentrer dans leur petite maison pour avoir un repas en privé. Et c'était là-dedans qu'ils cuisinaient du coup. Ils pouvaient cuisiner grâce à des petites plantations qui étaient réservées que pour eux. Bien sûr, il y avait pas, c'était pas des grosses quantités, mais ils devaient faire pousser eux-mêmes leur nourriture. Ils avaient aussi des animaux, des cochons et des poulets. Donc là, il parle d'une des esclaves qui s'appelait Emilia et qui était la plus basse classe d'esclaves qu'il y avait, puisqu'elle travaillait dans les champs. Et elle vivait ici avec ses 5 enfants. Donc voilà, et des petits vêtements, des petits matelas, et ils vivaient tous dans la même pièce. Du coup, vu qu'ils avaient un statut pourri d'esclave, le plus bas, donc du coup, ils n'avaient pas le droit à grand chose. Et bien sûr, les cabanes n'étaient pas faites quand ils arrivaient, c'était à eux de les construire, et du coup, là, il y a plein d'outils qu'ils utilisaient. Bon, et sinon, mis à part toutes ces histoires un petit peu horribles, le cadre est quand même super joli tout autour. Et là, c'était les petites cabanes à poulets, et du coup, c'était beaucoup les enfants qui s'occupaient d'eux, qui leur donnaient à manger, qui récupéraient les œufs, etc. Et là, on a tous les noms des esclaves qui sont venus là. Alors, je crois qu'ils les renommaient, c'est même pas leur vrai nom. Hein. Donc, ils pouvaient le prononcer. Hein. En fait, ils étaient totalement dépersonnalisés. Ils n'avaient plus de personnalité, c'était des esclaves et c'est tout, quoi. Et donc, ouais, c'était des noms principalement anglais. On voit beaucoup de noms français aussi. Ah, ouais, cool. Là, une carte. Noir, au plus, il y avait l'esclave en fait. Ouais, donc c'est vraiment tout le long du Mississippi, vous voyez. Nous, on est là, à peu près, ici. Et ça remontait tout au nord comme ça. En Floride, il y en a eu aussi, je savais pas ça. Ouais. L'Ouest n'était pas du tout développé à cette époque-là, du coup. Et en fait, il y en avait partout, hein, regarde, même plus haut. Ouais. Wow, ici, il y avait 81% d'esclaves, enfin 81% du comté qui étaient des esclaves. C'est énorme. Et juste là, je suppose qu'on a leur tenue. Ouais, donc là, pareil, ils avaient tous la même tenue pour retirer leur identité. Et pour les réduire, pour qu'ils puissent pas s'exprimer en fait, de n'importe quelle manière. Et donc là ici on a une liste de tous les esclaves, donc leur nom par exemple, leur origine et le prix à chaque fois qu'ils les payaient. Donc le moins cher là pour l'instant c'est $200. Non, 25. Ah, $25 oh. Donc là attends, c'est une femme et ses 3 enfants de 6 ans, 3 ans et 15 mois qui ont été vendus $50. Et juste au-dessus, c'est une seule personne, $25. Il y en a qui étaient beaucoup plus chers que d'autres. Et donc là, on voit que, vous voyez, dans les origines, il y a américains. Donc dans ce qu'ils entendent par américains, c'est des esclaves qui ont été emmenés en Louisiane, mais qui sont nés souvent sur la côte Est. Les créoles, enfin ce qu'ils appellent créoles, donc comme là, c'est des gens qui sont nés en Louisiane. Et après, les Africains. Et au niveau des toilettes, du coup, alors ils disent que dans la plupart des plantations, c'était pas commun d'avoir des cabanes comme on a là. Donc les gens allaient derrière les arbres ou ils allaient là où ils pouvaient en fait. Mais, ou alors s'il y en avait une, c'était réservé pour les femmes. Mais après l'émancipation, les gens ont quand même construit, enfin comment dire, les owners, les propriétaires ont quand même construit des petites cabanes. Et dedans, du coup, ils ont mis une lune pour les femmes et un soleil pour les hommes pour que ce soit bien distinct. C'est bien toute cette petite exposition. En fait, vous pouvez faire tout un petit tour. Vous êtes tout seul, vous voyez, sur des petits pontons. Vous pouvez rentrer dans les cabanes et puis au fur et à mesure, vous avez des explications. Donc après, il y a eu l'émancipation et notamment Lincoln qui a changé quand même pas mal de choses.
qui a fait voter une loi pour que les esclaves soient payés, pour qu'ils puissent avoir un salaire en fait, que les propriétaires puissent les garder, mais qu'il fallait qu'ils leur donnent un salaire. Franchement, c'est magnifique, le cadre est sublime. Waouh! C'est magnifique. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Regardez comme c'est magnifique. Avec la maison tout au bout. Franchement, c'est sublime. C'est une des images que je voulais le plus voir de Louisiane. C'est encore un rêve qui se réalise là. Je crois que c'est un des plus beaux endroits qu'on ait vu. Ouais, super beau. C'est rien que pour toute l'allée comme ça de chênes, c'est sublime. Ils ont plus de 200 ans, ils ont vu tout ce qui s'est passé ici. Donc je viens de voir, ils sont au nombre de 28 et ils formaient une allée pour que le propriétaire ait son petit portail en fait juste devant là. C'était une espèce de balade pour lui, c'était son jardin. Et toutes ces branches qui tombent là, c'est franchement... Ces arbres ils sont magnifiques. Allez, je vous prends avec moi sur les derniers mètres. Alors en fait, vous pouvez visiter la maison, mais il y a des créneaux horaires pour la visiter. C'est automatiquement avec un guide. Moi je pensais que c'était seul, mais non, il faut le faire avec un guide. C'est un des endroits où il faut venir. Moi je pensais que ce serait peut-être un petit peu surcoté parce que c'est la plantation la plus connue ici, la plus touristique. Je pense dû à sa beauté forcément. Mais en fait non, ça vaut vraiment le coup. Et rien que pour les petits panneaux explicatifs, pour le cadre, pour les jardins, franchement on peut passer du temps ici. Bon, et même de l'autre côté de la maison du coup, on a encore plein de chênes partout. On se dirige vers la Laura Plantation. C'est une plantation qui est un petit peu différente puisque c'est une maison créole. Donc je vous en dirai plus après la visite. Je vais essayer de vous filmer quelques petits plans pendant la visite, mais je vais pas pouvoir tout vous expliquer en même temps. En tout cas, elles sont juste à côté. Là, on a juste 10 minutes de route et on y est. On quitte la plantation, c'était génial, ça a duré 1h15.
On était avec un guide cajun du coup, qui parlait extrêmement bien français. Alors il avait ses petits mots à lui mais ses propres au cajun et du coup c'était super agréable. Et du coup on a découvert toute l'histoire de la famille qui tenait cette maison, mais aussi des esclaves qui vivaient sur place. On a même pu rentrer dans les cabanes, je vous mettrai quelques petites images. On a pu rentrer dans les cabanes où vivaient les esclaves et là cette fois-ci c'était des cabanes originales, donc elles n'ont pas été refaites, c'est celles qui m'ont servi à l'époque. Et il y a eu plein d'informations, enfin franchement c'était super intéressant. Donc merci beaucoup à notre guide JC. Alors je sais qu'il verra pas cette vidéo, mais pour ceux qui voudraient prendre un tour à Laura Plantation, si jamais vous avez JC comme guide, et ben vous verrez qu'il est génial. Voilà, on est passé par la petite boutique, on a trouvé des choses typiques, je vous raconterai tout ça, mais je suis très contente de ce qu'on a pu trouver. Et là on vit un peu au paradis parce qu'on est entre le français et l'anglais et du coup j'adore cet univers de traduction, de gens qui parlent des langues différentes, etc. Donc ouais, franchement c'est vraiment quelque chose à faire, une belle visite à faire. Donc là on se dirige cette fois-ci vers la Whitney Plantation, donc c'était la première où est-ce qu'on est allé ce matin et où est-ce qu'on a fait demi-tour. Donc cette fois-ci on va faire un audio guide et ça s'annonce très cool aussi parce que là cette fois-ci ça va être vachement centré sur le côté des esclaves. Donc c'est bien, on peut voir les petites différences entre les trois. Là on a visité du coup une maison créole, alors je vous expliquerai mieux en repassant devant tout à l'heure, mais il y a des petites différences avec les autres plantations, mais tout ça je vous en parle juste après. Bon, donc là ça y est, on est arrivé à la Whitney Plantation et du coup vous avez deux options, soit vous prenez l'audio guide en téléphone un peu comme il y a à la Statue de la Liberté si vous y êtes déjà allé, ou à Alcatraz. Sinon vous pouvez télécharger l'application de Whitney Plantation sur le téléphone et là vous pouvez garder tout le tour avec vous. Donc nous on a choisi de faire comme ça on pourra le revoir après. Et voilà, donc c'est parti pour une nouvelle plantation. Ok, donc ça y est, on commence l'audio guide. Donc ici à la Whitney Plantation, c'est la seule plantation de Louisiane qui se concentre uniquement sur la vie des esclaves dans toute la Louisiane. Donc les autres en parlent un petit peu, mais pas autant qu'ici. Ici c'est vraiment basé sur leur vie. Donc cette plantation-là, c'était juste l'une des centaines qu'il y avait ici sur le bord de la rivière Mississippi, entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans. Ici, dans cette plantation, c'était majoritairement des Africains qui venaient de l'ouest de l'Afrique. Et cette partie de la Louisiane où est-ce qu'on est actuellement était nommée la côte allemande parce que la plupart des propriétaires des maisons ici étaient allemands. Il y a une de ces familles qui s'appelait les Heidels qui ont possédé cette plantation pour 110 ans et il y avait environ 350 esclaves ici. Là devant nous on a un mur avec tous les esclaves qui étaient présents, avec leur nom d'esclaves, d'où est-ce qu'ils venaient et ce qu'ils faisaient dans la plantation. Alors ils expliquent qu'en fait ce qu'ils appellent le slave trade, donc la chasse aux esclaves, a commencé entre les années 1700 et le début des années 1800. Là, ils montrent sur le plan les routes maritimes que prenaient les esclaves avant d'arriver aux États-Unis. Ceux qui travaillaient ici dans cette plantation pouvaient aussi aller au magasin de la plantation qui vendait des produits médicinaux mais aussi de la nourriture ou des vêtements, et du coup à chaque fois qu'ils allaient pour prendre quelque chose dans le magasin, c'était retiré de leur paye et il y en avait beaucoup du coup qui achetaient tellement qu'ils étaient en dette contre la plantation. Alors une des différences aussi avec la plantation de tout à l'heure que j'ai pas pu vous raconter, c'est que du coup les plantations qui sont blanches, elles appartenaient aux Américains, alors que les plantations colorées, elles appartenaient souvent aux créoles et donc à ceux qui parlaient français. Donc en regardant seulement la couleur de la maison, vous pouvez savoir quelle langue parlait le propriétaire. Et les maisons sont placées face au Mississippi aussi comme le Mississippi apporte des courants d'air, et c'était pour rafraîchir l'air vu qu'ici il fait très chaud. Et donc je vous rappelle, le Mississippi est juste derrière cette butte là. Là il y a la route devant et c'est juste derrière. Donc là on est dans la cuisine, c'est ici que les esclaves cuisinaient. Et ils cuisinaient des plats spécialement africains généralement. Du gumbo, jambalaya, du couscous. Et aujourd'hui c'est vraiment la base de la cuisine louisianaise mais aussi de la cuisine créole. Donc voilà, c'était très important ici aussi. Il n'y avait que 4 ou 5 femmes qui préparaient à manger toute la journée apparemment pour des dizaines de slaves, d'esclaves.
Donc ils cuisinaient du porc, du bœuf, mais aussi d'autres choses un peu plus particulières comme des pigeons, des tortues. Et la raison pour laquelle la cuisine est si loin de la maison, c'était pour les odeurs, pour vraiment pas que les propriétaires sentent les odeurs de cuisine. Là en face, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la maison du contremaître. Alors c'était quelqu'un qui devait veiller à ce que les esclaves travaillent et qui veillait aussi à ce que la plantation soit fructueuse. Donc c'était souvent un contremaître du coup qui était libre et blanc souvent, mais ça pouvait aussi être des esclaves qui devaient faire le maître des autres esclaves. Donc c'est lui qui donnait des ordres et qui devait contrôler à ce qu'ils travaillent bien, mais c'est lui aussi qui assistait et qui donnait les punitions. Donc en tant qu'esclave, il était obligé de faire ça aux autres esclaves. Et ils expliquent que si un esclave essayait de fuir une première fois, on lui tatouait la fleur de lys et après on lui coupait les oreilles. Si s'en allait une deuxième fois, on lui tatouait la fleur de lys cette fois sur l'épaule et on lui coupait un tendon. Et si la troisième fois il s'en allait, c'était la peine de mort. Donc certains esclaves pouvaient, s'ils avaient des compétences hors normes, travailler, hors normes, de très bonne qualité, venir travailler dans ce shop là, dans ce magasin. Et une fois qu'ils avaient assez d'argent, ils pouvaient acheter leur liberté, c'est-à-dire qu'ils pouvaient partir d'ici légalement. Et il y en a beaucoup qui ont fait ça, qui sont partis, enfin beaucoup non, c'était très rare, mais les seuls qui ont fait ça repartaient travailler à la Nouvelle-Orléans, ils gagnaient assez d'argent là-bas et ensuite ils revenaient ici pour acheter un esclave, pour le faire sortir d'ici quoi. Donc ils achetaient souvent soit leur femme, soit leur mari, ou ça pouvait être un grand-père, un père, enfin quelqu'un de la famille, ou ça pouvait être quelqu'un de lambda. Donc ça c'était une prison, c'était là-dedans qu'on capturait les esclaves et qu'on les transportait sur l'Atlantique mais aussi sur les routes. Et ils expliquaient que le prix des esclaves était autour de leur cou sur un collier et que leur prix dépendait de leurs compétences mais aussi de leur force, parce qu'ici il fallait surtout construire des maisons, donc il y avait besoin de force. Là on est dans leur cabane et ils expliquent que c'était extrêmement mal isolé, c'est pour ça qu'en été ils avaient très chaud et en hiver ils avaient très froid. Ils vivaient tous dans la même pièce comme je vous l'ai déjà un petit peu expliqué, s'ils avaient la chance d'être en famille, parce que la plupart du temps ils étaient séparés soit parce qu'un des membres de leur famille mourait, soit lors de la vente des esclaves, il y en a qui partaient dans des familles et dans d'autres. C'est d'ailleurs une séquence qu'on peut voir il me semble dans 12 Years a Slave. Et donc voilà, donc des fois les enfants étaient vendus dans d'autres familles, les parents étaient séparés, donc voilà, c'était vraiment de la chance si tu pouvais te retrouver dans une de ces pièces avec toute ta famille ici. Là ici ce qu'on voit c'était des bouilloires à sucre et c'était utilisé dans le moulin pour porter le jus de canne à ébullition et en tirer du sucre cristallisé. Ils disent que le 29 août 2021 il y a eu un gros ouragan qui a touché la Whitney Plantation. Ici il y avait 4 cabines d'esclaves, des vraies cabines originelles qui ont été détruites à cause de cet ouragan. Bon, je vous reprends maintenant parce que en fait la caméra a coupé et on a dû partir plus tôt de la plantation parce que ça fermait. Donc juste là on est sur le haut de la digue, on pensait voir le Mississippi là, mais en fait non, il est caché derrière les arbres. Il est difficile à trouver ce Mississippi, hein. Ouais, on le voit pas tout le temps, hein.
là t'as des marécages. Il y a peut-être des gators là-dedans. C'est même sûr. Cachés quelque part, comme ils sont partout. Non. Ils sont cachés. Ils sont timides les gators. Mais on en verra dans les prochains jours, c'est promis. Bon, là on arrive devant la plantation qui a servi à 12 Years a Slave. La maison elle est là. Et c'était derrière la maison du côté où il y a les arbres là. Trop bizarre, on passe devant un lieu de tournage. Et c'était une vraie plantation à la fois. C'est la Saint-Joseph Felicity Plantation si jamais. Bon, alors on fait la visite d'une dernière plantation, c'est la Uma's House. Elle est un peu plus loin que les autres plantations, il faut faire un petit peu de route, c'est à genre une demi-heure des plantations qu'on vient de voir. Mais celle-ci a la particularité d'avoir été l'un des lieux de tournage du film Green Book. Donc on va s'approcher de la maison après. Elle est aussi connue pour ses beaux jardins, c'est d'ailleurs son atout. Et là d'ailleurs, cette petite grenouille me fait carrément penser au film La Princesse et la Grenouille, à Shrek, etc. Toujours mes références, vous savez. Par contre, je suis désolée, je filme avec le réflexe puisque l'Osmo Pocket est dead, elle a plus de batterie. Donc voilà la maison où Green Book a été tournée, enfin l'une des scènes a été tournée. On va aller du côté de la maison où ça a été tourné et je vais vous montrer une des photos pour que vous reconnaissiez mieux la scène si vous avez vu Green Book aussi. Et là regardez, ils ont reproduit la maison mais en format miniature pour les oiseaux. Alors regardez, ça y est, on est arrivé du côté où la scène a été tournée et du coup si vous voyez pas laquelle c'est celle-là, regardez. Voilà. Dans le film, le musicien qui s'appelle Dr Shirley, il doit faire ici une soirée pour les riches blancs et vu que c'est à l'époque de la ségrégation, ça se passe pas très bien. Et du coup c'est quand même une scène importante dans le film. Donc je vous conseille vraiment de le regarder si vous l'avez pas vu. C'est toujours cool d'être sur des lieux de tournage comme je vous ai dit hier déjà à la Nouvelle-Orléans. C'est ça qui est cool aux États-Unis, c'est qu'il y a tellement d'endroits en fait où les films ont été tournés que dans chaque ville, chaque état où vous allez en voyage, vous pouvez trouver des scènes de films qui vous ont plu. Et normalement, si je dis pas de bêtises, à l'étage il y a un monsieur qui habite, donc c'est la maison de quelqu'un. Il y a juste le bas qui se visite. C'est romantique à souhait, c'est joli. On pourrait faire des mariages ici d'ailleurs, je pense qu'ils doivent en avoir souvent. Donc la Uma's House elle était là, toujours face au Mississippi. C'est immense le Mississippi. On va y descendre. Enfin lui est déjà descendu là. Et voilà, le Mississippi d'un peu plus près. Deuxième fleuve américain, un des plus grands au monde. C'est notamment ici qu'il y a plein de paquebots et des gros bateaux qui transportent des marchandises passent ici. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le vent. Et on cherche les alligators mais ils veulent pas se montrer. Définitivement.
bien arrivé à Bâton Rouge qui est, si vous le savez pas, la capitale de la Louisiane. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans est la plus grande ville de Louisiane puisqu'il y a 390 000 personnes. C'est pas énorme pour une grande ville américaine. Je te vois derrière, je sais pas s'il fait... Il aime sa voiture. Je la prends en photo. Hein, et non, en fait c'est Bâton Rouge du coup la capitale. Donc voilà, donc c'est ici qu'on dormira ce soir, on fait un stop là. Et regardez où on arrive. Ah, il y a encore un Starbucks dedans, t'as vu? On était obligés, ah ouais ils ont des partenariats. On était obligés. Barnes & Noble. Ah Oui, j'ai été obligé, en effet. Mon pauvre. Vous savez, c'est mon magasin préféré, c'est une librairie. Et quand on est allé à New York, je passais mes matinées là en attendant les garçons. Oh, il rage pas, il dit rien. Bon, Lolo, il va rager sûrement quand il verra ça. Bref, c'est parti pour une immersion. Waouh, toute l'histoire américaine. Si seulement j'avais le temps de lire beaucoup des gros livres. Ouais. Bon, on a fait notre petit tour dans Barnes & Noble, on a vu plein de choses intéressantes, des livres de cuisine cajun, des livres sur les styles de maison, etc. C'était super cool. Les gars, je suis fière de moi, je suis ressortie sans rien acheter. Par contre, c'est lui qui a acheté un livre et il est super intéressant. Je vais vous le montrer quand on sera à l'hôtel. Et je suis contente parce que, en fait, on dirait que le soir ça se calme le vent ici. Hier soir c'était pareil à la Nouvelle-Orléans, il faisait plus trop de vent. Et là pareil, il fait bon, je suis en jupe et il fait pas froid. Hey Jill! Gumbo! Ça sent trop bon. Ouais, moi aussi ça sent bon. Vive la Louisiane, que des traditions. Il y en a un qui s'en met plein le ventre là. On sort du resto, on est allé chez, ça s'appelle Sammy's. C'est à Bâton Rouge du coup. Et on vous le recommande vraiment trop parce que c'est une des meilleures adresses dans le coin. Il était dans un des guides touristiques qu'on avait. Et on a super bien mangé, il y avait une super ambiance et tout, ouais, tout était parfait. Il y avait à l'intérieur, il y avait des matchs de foot américains, il y avait de la musique, il y avait des petits panneaux de Louisiane et les serveuses étaient trop gentils et on a super bien mangé, ouais, vraiment. Ah ouais, excellent. Donc on a pris des spécialités de Louisiane ce soir en starter, un peu en entrée on va dire. J'ai repris moi du riz avec des haricots rouges avec la sauce cajun un peu spéciale épicée. Lucas il a pris du gumbo, donc c'est un repas traditionnel de Louisiane. C'est un ragoût en fait, comme une soupe mais avec très relevé, du poulet et de la crevette. On filme les maisons parce que là c'est sublime. Alors, il y avait des crevettes, du poulet et des épices dedans. Après moi j'ai pris un po' boy, donc c'est le sandwich pareil de Louisiane qui est typique d'ici. Dedans il y avait des mushrooms, des champignons, des oignons, du fromage, des poivrons. C'était super bon. Et Lucas lui il a pris... T'as pris quoi après? J'ai pris oui, il a pris comme moi haricots rouges, riz et du porc pané. Alors ici en Louisiane ils font pas mal de choses panées. Et voilà, c'est une des spécialités d'ici aussi. Et ensuite en dessert on a pris du cheesecake la banane. Alors c'était caramélisé et il y avait comme une feuille de caramel par dessus. Franchement c'était mais excellent. Franchement cette adresse on vous la recommande si vous venez ici dans le coin. En tout cas en Louisiane c'est la deuxième fois qu'on mange super bien, c'est épicé, franchement c'est une des meilleures cuisines qu'on ait goûté, si ce n'est la meilleure cuisine qu'on ait goûté aux États-Unis. Voilà, donc sa réputation est avérée, c'est vraiment pas un mythe ou un cliché, on mange super bien. Donc là du coup on se dirige vers l'hôtel. Qui est, alors je sais pas comment on dit, je sais pas si c'est TRU ou True, Hilton, donc c'est une chaîne de motel un petit peu pas haut de gamme mais premium on va dire. C'était le moins cher là à Bâton Rouge, c'était l'un des moins chers. Donc c'est une chaîne Hilton mais c'est pas du luxe du tout. C'est pas vraiment dans Bâton Rouge, on sera pas dans le cœur historique ni quoi que ce soit, mais on est un petit peu en périphérie on va dire et c'était pratique, c'est à côté de l'Interstate donc c'est cool. Et regardez ici les panneaux publicitaires ils sont toujours très gros. Genre là ça c'est un dentiste et il a sa pancarte immense tout là-haut de dentiste. Et regardez le cabinet comme il est beau. Stylé hein, on dirait limite un fast-food. Bon je suis désolée tout le monde, j'ai oublié de filmer la fin de cette vidéo. On est arrivé à Bâton Rouge dans l'hôtel et pouf on est tombé. Donc là je suis actuellement dans la cabane que vous verrez dans le prochain vlog qui a une vue magnifique, je sais pas si on peut bien voir.
Il y a un bateau de pêcheurs qui passe. Donc je sais pas si on peut voir, mais ce sera dans le prochain vlog. Donc c'était une journée franchement vraiment différente de hier par rapport à la Nouvelle-Orléans. On a adoré découvrir les routes de Louisiane, on a découvert un côté un peu plus nature et puis découvrir l'histoire des esclaves, des Noirs américains qui sont arrivés ici et de découvrir aussi ces très belles demeures. C'était vraiment super cool. Je pense que notre préféré ça a été Uma's House, donc la maison de Green Book, c'est la dernière qu'on a fait. Et pour moi équivalent avec Oak Alley. Mais elles ont toutes été superbes, on a fait 4 au total et il n'y en a pas une qu'on a trouvé moins bien que les autres. Chacune a sa petite particularité. À Whitney Plantation, c'est l'audio guide, donc on peut aller à son rythme et faire le parcours à son rythme en prenant son temps. Laura's Plantation, c'est cool parce qu'on a les explications d'un Cajun, donc c'est quelqu'un qui est né ici, qui peut expliquer plus de culture. Oak Alley, c'est typique pour ses vieux chênes centenaires et pour ses beaux jardins, sa belle maison, etc. Et la dernière, Uma's House, elle est très bien aussi parce que du coup, c'est un cadre complètement différent. Là, on parle beaucoup moins d'esclavage, etc. C'est juste pour les jardins et la maison. Mais le cadre est tellement splendide qu'on se laisse porter aussi. Voilà, donc tous les tickets sont réservables sur les sites internet de chaque plantation. Il y en a qui sont sans créneau. Il y en a, si vous faites un tour guidé, il y aura un créneau. Mais voilà, c'était très simple à organiser. Elles sont toutes sur la même route. Donc voilà, c'est un incontournable de la Louisiane. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu et que vous aimez toujours autant suivre nos aventures dans ce Gator Road Trip. Nous, en tout cas, on fera une conclusion plus tard, mais c'est un magnifique voyage, si ce n'est le plus beau qu'on ait fait. Donc voilà, bref. À demain dans un prochain vlog et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, abonnez-vous. Et quoi d'autre? Likez, partagez, etc., etc. Non, je vais pas vous saouler avec ça. Bisous les gens. Voilà. Il y a des dindons. Regarde, à droite. Oh, ils sont beaux. C'est pas des dindons. Des oies. C'est des cygnes. Alors là, je fais la conclusion pour la journée après les plantations. Donc c'est parti. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, au revoir.